À l'été 2007, l'Ukraine a été frappée par une série de meurtres non résolus d'une violence inquiétante. Les victimes ont subi de graves traumatismes causés par des coups violents, tandis que d'autres ont eu des tournevis enfoncés dans le crâne. Un tel niveau de brutalité a semé la peur parmi les habitants de la ville, qui se demandaient en qui pouvait être capable d'une telle horreur et comment ils pouvaient éviter de devenir la prochaine victime du tueur. Ce n'est qu'à la fin du mois de juillet, après 4 semaines de terreur, que les coupables seraient arrêtés. À la stupéfaction de beaucoup, il s'est avéré qu'il s'agissait de 2 adolescents. Rejoignez-nous pour ce documentaire alors que nous examinons l'affaire cauchemardesque des maniaques de Dnipropetrovsk. Viktor Sayenko, né le 1er mars 1988, et Igor Supraniuk, né le 20 avril 1988, tous deux, à Dnipro, en Ukraine, avaient fréquenté la même école et développé un lien dès l'âge de 14 ans. Lors de l'interrogatoire, Sayenko aurait déclaré aux forces de l'ordre qu'ils avaient en trouvé un terrain d'entente lorsqu'ils ont découvert qu'ils partageaient sur les mêmes peurs, la peur des hauteurs et d'être harcelés. En conséquence, ils ont décidé de travailler ensemble pour trouver un moyen de surmonter leur pire cauchemar. Et la première chose qu'ils ont faite a été de rester des heures durant sur le balcon d'un appartement au 14e étage, penché par-dessus la rambarde. Ils ont affirmé plus tard que cela les avait aidés à guérir de leur peur du vide. Sur cette lancée, le duo a vite appris qu'un autre de leurs amis, Alexandre Hansa, avait peur du sang et ils lui ont proposé de l'aider à affronter et à surmonter sa phobie. Supriniuk fut le premier à suggérer qu'il le fasse en torturant des animaux. Par la suite, ils ont capturé des chiens errants dans une zone boisée voisine, les ont pendus aux arbres et les ont éventrés. Après cela, ils ont pris des preuves photographiques de leur violence impitoyable, qui seraient plus tard utilisées contre eux par l'accusation lors de leur procès. Sur beaucoup de ces photos, on peut voir les garçons dessiner des croix gammées avec du sang d'animal, faire des saluts nazis et même imiter Hitler, tenant des objets comme des brosses à dents sous leur nez pour reproduire sa célèbre moustache. La violence des garçons ne se limitait pas seulement aux chiens. D'autres animaux du quartier, y compris des chats, sont également devenus des cibles. Il a été rapporté qu'au moins une longue vidéo montrant 3 garçons en train de torturer un chaton a été présentée au tribunal, et un vétérinaire a été appelé à témoigner au sujet des nombreuses vidéos qu'on lui a demandé d'examiner. Il a admis que le contenu était si perturbant qu'il n'a pas pu laisser le son en le regardant, déclarant « Je ne pouvais pas écouter les cris de douleur des chiots et des chatons qui étaient éventrés, brûlés et pendus vivants. » Mais même sans le son, le contenu des vidéos amateurs était clair. Les garçons n'avaient aucun scrupule à maltraiter des animaux sans défense. Bien que ce genre de contenu n'ait pas été montré au tribunal, la mère de Hansa était catégorique. Son fils ne pouvait pas avoir participé à une telle violence, affirmant « Je ne comprends tout simplement pas comment mon fils aurait pu faire une chose pareille, car il n'arrivait même pas à laver le chat. » Il disait que ça devait probablement lui faire mal. Plusieurs années après la rencontre des garçons, à l'âge de 17 ans, Supriniuk était connu pour avoir tabassé un garçon du coin et volé son vélo, qu'il a ensuite vendu à Sianko. D'après tous les témoignages, Supriniuk était le plus violent des garçons, avec un tempérament explosif et il avait tendance à perdre le contrôle. À la suite de l'agression du jeune garçon, certains rapports indiquent que Supraniuk et Siuyenko ont tous deux été arrêtés par la police, mais ont de nouveau été relâchés sans sanction en raison de leur âge. Selon les rapports, Siuyenko n'avait aucune idée que le vélo avait été volé. Mais malgré les ennuis qu'il avait causés, il a pardonné à Supriniuk et ils ont continué leur amitié.
Les enseignants se souvenaient que Supriniuk venait d'une famille aisée, contrairement à beaucoup de ses camarades, l'un d'eux précisant « Son père est aviateur et sa mère est employée au comité exécutif du district. Il est le fils unique et très cher à ses parents. » Ils ont ajouté que la mère de Supriniuk trouvait toujours une excuse à tout ce qu'il faisait. Elle le défendait et le justifiait constamment. En plus d'être colérique et violent, Supriniuk était également connu pour son manque d'excellence académique. En classe, il était destructeur et se disputait souvent avec ses professeurs. Malgré cela, ses camarades de classe et ses amis le trouvaient étrangement charismatique, même s'ils remarquaient aussi son arrogance. Les rares personnes que Supriniuk attirait dans son cercle intime étaient souvent éblouies par lui, suivant chacun de ses gestes et désireuses de rester dans ses bonnes grâces. Les camarades de classe ont observé que c'est exactement ce qui est arrivé à Hansa et Sujenko. Les deux garçons étaient trop calmes et discrets jusqu'à l'arrivée de Supriniuk. Après cela, ils sont devenus plus difficiles et problématiques. Leurs parents se sont inquiétés de leur relation avec Supriniuk lorsqu'ils ont appris que les trois garçons, âgés d'environ 14 ans, passaient tout leur temps à lancer des pierres sur les vitres des trains à la gare locale. Ils ont finalement été attrapés par la police, qui a demandé une compensation pour les dégâts qu'ils avaient causés. Les deux familles les ont payés sans discuter, mais elles ont mis en garde leurs enfants contre Supriniuk. Cela ne semblait pourtant rien changer. Hansa, quant à lui, était à l'extrême opposé de Supriniuk. Les enseignants de son école partageaient le même avis que sa mère. Il était calme et posé, il n'absentait pas au cours, il ne se battait pas. En dehors de cela, il était un élève apparemment oubliable, car il ne se faisait jamais remarquer et n'était jamais impliqué dans des problèmes. Hansa a fréquenté une école de cuisine après le lycée, mais a arrêté après le décès de son père pour travailler dans la construction et soutenir sa famille. Mais en mai 2007, l'entreprise a fait faillite et il s'est retrouvé sans emploi. Sa mère a affirmé qu'il était dévasté par la perte de son emploi et de ses revenus et a ajouté que son fils était à la maison avec elle chaque soir. Après avoir quitté l'école, Sienko a commencé à étudier à l'Institut de métallurgie à temps partiel, bien qu'il ait ensuite trouvé un emploi comme agent de sécurité, tandis que Supriniuk est resté officiellement sans emploi, mais gagnait sa vie en utilisant son véhicule comme taxi non autorisé. Peu de temps après avoir commencé ce travail, Supriniuk semble avoir eu une idée. Avec l'aide de ses amis Sienko et Hansa, il a commencé à voler ses passagers. Cependant, selon les rapports, Hansa n'appréciait pas cette vie de crime et, bien qu'il ait participé à au moins 2 vols, il a refusé d'en commettre davantage. Peu de temps après le départ de Hansa de la vie criminelle du groupe, Supriniuk et Sienko ont commencé à aller plus loin. Rapidement, le simple fait de voler des gens ne leur suffisait plus. Un ancien camarade de classe des garçons a plus tard déclaré aux médias qu'il pensait que leurs premiers épisodes de cruauté envers les animaux étaient une préparation à quelque chose de plus grave, en observant. Il semble qu'en 7e année, Igor Supriniuk ait développé une nouvelle obsession. Il a décidé de vérifier s'il avait la force mentale de tuer. Il a choisi de se tester sur des chats et des chiens. Il est possible que l'escalade, passant de tuer des animaux à voler des humains puis à tuer des humains, ait fait partie d'une sorte de test que Supriniuk s'était imposé. Les enquêteurs ont ensuite déclaré qu'ils pensaient que cette escalade n'était qu'une question d'ennui, que les deux garçons cherchaient simplement des moyens de se divertir et qu'ils ont donc décidé de traquer leurs victimes. Cependant, un reportage a noté que ce même camarade de classe avait entendu dire que les garçons étaient très passionnés de jeux vidéo et que, par le biais de forums, ils avaient rencontré des inconnus qui les encourageaient à commettre leurs crimes et leur proposaient de l'argent s'ils réalisaient des snuff movies. Une fois, Sayenko m'a dit que Supriniuk avait contacté le propriétaire d'un site internet étranger et que celui-ci lui avait commandé une vidéo très cool contre une grosse récompense, a déclaré le camarade de classe. La petite amie de Supriniuk se rappelait que les garçons disaient « On sera riche quand on aura tué 40 personnes ». Mais elle pensait que c'était une blague entre eux dont elle ne faisait pas partie. Quel que soit le mobile, le fait demeure clair. À l'été 2007, Supriniuk et Sayenko ont décidé d'intensifier leurs crimes. Le 25 juillet, les premiers meurtres enregistrés ont eu lieu. Leur première victime était une femme de 33 ans nommée Yekaterina Ilchenko, qui rentrait chez elle après avoir quitté l'appartement de son ami. Sienko a plus tard déclaré aux enquêteurs que lui et Supriniuk étaient en sortie se promener, mais que Supriniuk portait un marteau à ce moment-là.
Lorsque Yekaterina les a dépassés, il s'est retourné brusquement et l'a frappée sur le côté de la tête avec son marteau. Selon les rapports, ce premier crime était plutôt modéré en comparaison avec leurs meurtres ultérieurs. Il n'y a pas eu de coups répétés ni de violence extrême à ce moment-là, mais malheureusement le coup unique a été fatal, et le corps d'Yekaterina a été découvert par sa mère à 5 heures du matin, le lendemain. Après que les deux jeunes de 19 ans aient tué Yekaterina, ils ont continué leur soirée, et en moins d'une heure, ils ont attaqué et tué Roman Tatarevitch, qui dormait sur un banc non loin de la première scène de crime. C'est lors de cette attaque que les garçons ont augmenté leur niveau de violence, frappant la tête de Roman avec des objets contondants à de nombreuses reprises, lui brisant le crâne et le rendant méconnaissable. Notamment, un rapport ultérieur des médias ukrainiens a indiqué qu'une tierce personne avait informé la police que les deux hommes s'étaient inventés d'avoir tué 2 personnes, un homme et une femme, plus tôt en juin, alors qu'ils étaient en vacances dans le village de Kirilovka. Le duo faisait de l'autostop sur l'autoroute quand Suprinyuk et Sienko se sont arrêtés dans la Daewoo pour leur proposer de monter. Ce qu'ils ont accepté, ils ont ensuite été volés et assassinés. Les deux adolescents ont affirmé que, comme il faisait grand jour, ils ne pouvaient pas laisser partir le couple parce qu'ils avaient trop bien vu la voiture et pouvaient en les identifier. Par conséquent, ils ont déclaré qu'ils devaient les tuer. Cette tierce personne, Daniel Kozlov, un ami du couple, a raconté aux enquêteurs qu'ils parlaient pendant de leur crime avec désinvolture, comme s'ils l'avaient un temps déjà fait auparavant. Moins d'une semaine plus tard, le 1er juillet, les corps de 2 autres victimes ont été découverts dans la ville voisine de Samar, connue à l'époque sous le nom de Novomoskovsk. Les morts d'Yevgeny Krishchenko et de Nikolai Serchouk avaient été d'une violence extrême. Il a été observé plus tard que les tueurs ne sortaient choisir leurs victimes que la nuit, et les procureurs ont noté que les jeunes hommes ne ciblaient pas un genre, une classe sociale ou un groupe d'âge en particulier. Au contraire, tout le monde pouvait être une cible, mais les personnes vulnérables et inconscientes étaient plus attirantes car plus faciles à maîtriser. Les enfants, personnes handicapées, âgées, sans abri ou en état d'ivresse étaient toutes des cibles idéales. Un objet en métal lourd, souvent un marteau ou parfois une barre d'acier, était généralement utilisé lors des crimes, les victimes étant toujours frappées d'abord à la tête. Ils volaient parfois des objets de valeur à leurs victimes, mais pas toujours, un policier ayant déclaré qu'ils étaient incapables de voler des téléphones portables tout en laissant derrière eux des bijoux en or. Dans la nuit du 6 juillet, 3 autres personnes ont été tuées à Dnipro. Ergon Neshvaloda a été le premier à mourir. C'était un militaire récemment démobilisé qui a été attaqué alors qu'il rentrait chez lui après être sorti en boîte de nuit. Comme pour Yekaterina, c'est sa mère qui a découvert son corps le lendemain matin, gisant près de leur immeuble. Juste au coin de la rue, Jelena Schramm, agent de sécurité de nuit de 28 ans, a été tuée. Tienko a déclaré aux enquêteurs lors de sa confession que, lorsqu'elle s'est approchée d'eux, Suprinyuk l'a frappée avec un marteau et a continué à la frapper même après qu'elle se soit effondrée au sol. Comme elle portait un sac de vêtements à ce moment-là, les 2 jeunes hommes l'ont volé, ont utilisé les vêtements pour nettoyer le marteau et ont jeté le sac. Le lendemain, Tienko et Suprinyuk ont frappé de nouveau lorsqu'ils ont tué un garçon de 14 ans, Andrei Sidyuk, qui pêchait avec son ami dans le village de Piedorkond. L'ami, Vladim Liakov, a échappé au même sort en fuyant les lieux et en se cachant dans les bois à proximité. Il a pu fournir à la police une description des 2 jeunes hommes, en précisant qu'il ne les avait jamais vus auparavant. 5 autres jours se sont écoulés avant que les 2 ne frappent à nouveau. Le 12 juillet, Sergei Yatsenko, âgé de 48 ans, a disparu alors qu'il faisait du vélo. Au moment de sa disparition, Sergei souffrait d'une tumeur cancéreuse à la gorge et il commençait tout juste à retrouver la parole. Il faisait des petits boulots en ville car il n'aimait pas rester sans travailler et il avait une femme, 2 enfants et un petit enfant. Sergei était en route pour rendre visite à son petit enfant le jour de sa disparition, mais il n'est jamais arrivé et son téléphone portable a été éteint à 18h, environ 3h30 après avoir quitté la maison. Sa femme l'a cherché cette nuit-là avec une amie, mais elle a finalement signalé sa disparition lorsqu'ils n'ont trouvé aucune trace de lui. Son corps battu a été retrouvé 4 jours plus tard. Il a été constaté que, malgré 4 jours passés sous la chaleur estivale ayant entamé la décomposition, les traces de mauvais traitements sur le cadavre restaient évidentes. Quelques jours plus tard, le 14 juillet, Natalia Mamatchouk, âgée de 45 ans, a été attaquée alors qu'elle conduisait sa trottinette dans le village voisin de Jovka.
Alors qu'elles traversaient une zone boisée, elles a été projetées de sa trottinette et battues à mort avec un objet métallique, soit un marteau, soit un tuyau. Tienko et Supriniuk ont volé sa trottinette, et bien que plusieurs témoins aient vu la fin de l'attaque et se soient lancés à leur poursuite, ils ont perdu de vue les deux hommes responsables. Cependant, ils ont pu fournir une description à la police, ce qui a permis de relier l'affaire de Natalia à celle d'Andrei Sidiuk. Au cours des 24 heures suivantes, 5 autres personnes ont été tuées, et dans les jours qui ont suivi, 6 autres personnes ont péri. En raison du caractère aléatoire des attaques, les enquêteurs n'ont pas d'abord soupçonné que les crimes étaient liés, bien que le fait que beaucoup aient été torturés et mutilés aurait peut-être dû être un indice. La violence infligée aux victimes était impensable. Certains avaient dans les oreilles coupées, d'autres avaient les yeux arrachés alors qu'ils étaient encore en vie, tandis que certains avaient des tournevis enfoncés dans le crâne. Il sera établi plus tard que beaucoup de leurs crimes ont été filmés ou photographiés. La mère de Tienko, Tatiana, l'a découvert plus tard lorsque la police lui a parlé de la mutilation d'une femme enceinte. Dans la vidéo, son fils, avec Supriniuk, pouvait être vu en train de tuer une femme enceinte avant de lui ouvrir le ventre et d'en retirer le fœtus. Elle se souvient « Je n'arrive pas à croire que mon fils soit capable d'un crime aussi terrible. » Leur nombre final de victimes était de 21. Les actions de la police après le début des meurtres ont été fortement critiquées par les médias. Comme mentionné précédemment, l'absence de motifs dans les meurtres a laissé les enquêteurs dans l'ignorance quant au fait que les meurtres étaient oubliés et par conséquent, personne dans la ville n'a été averti de la nature dangereuse des crimes en cours. Les habitants du quartier industriel où la majorité des meurtres ont eu lieu discutaient entre eux des crimes et se conseillaient mutuellement de ne pas sortir la nuit. Il était bien connu ici qu'un criminel en série rôdait et pourtant la police n'a fait aucune annonce publique par le biais des médias. Ce n'est que lorsque la police a eu plusieurs descriptions de leurs suspects qu'ils ont décidé de rendre ces informations publiques ainsi que la nature de leurs crimes. De plus, une liste d'informations concernant les téléphones volés aux victimes a été diffusée auprès des prêteurs sur gage de la ville. Une équipe spéciale a été dépêchée de Kiev pour aider à appréhender les criminels et plus de 2000 enquêteurs ont travaillé sur l'affaire. Le 23 juillet, les enquêteurs ont progressé lorsqu'un téléphone portable des victimes a été allumé et localisé dans un magasin de prêt sur gage. Supriniuk avait tenté de vendre le téléphone pour l'équivalent d'environ 46 $ américains en valeur actuelle, et la localisation a été possible lorsque l'employé a allumé l'appareil pour vérifier qu'il était en bon état. La police est vite arrivée au magasin et a arrêté les deux adolescents avant leur départ. Alexandre Hansa a également été arrêté. Il était en train de jeter des téléphones portables et d'autres objets de valeur dans les toilettes lorsque la police l'a arrêté à son domicile. Les enquêteurs sont repartis sans preuves, mais les ont récupérés plus tard grâce à un plombier appelé après que les résidents se sont plaints de canalisation bouchée. La plupart des appareils étaient aux garçons, mais beaucoup de vidéos avaient déjà été perdues. Les téléphones eux-mêmes ne constituaient alors pas une preuve suffisante pour condamner Sayenko et Supriniuk, mais en interrogeant des amis des deux jeunes hommes, les enquêteurs ont pu recueillir plus d'informations et reconstituer leur passage à la criminalité violente. L'un de leurs témoins les plus précieux était le déjà mentionné Daniel Kozlov, qui a témoigné contre le groupe au tribunal. Bien que la police ait tenu une conférence de presse concernant les arrestations, les progrès ont été lents. Beaucoup d'habitants pensaient que les garçons avaient de bonnes relations. Supriniuk venait d'une famille aisée et le père de Sienko travaillait dans un cabinet d'avocats. Beaucoup ont alors pensé que les familles tenteraient autant d'acheter la sortie des adolescents de leurs ennuis. Cependant, il a été annoncé plus tard que les garçons seraient inculpés pour leurs crimes. Supriniuk, Sejenko et Hansa ont tous été inculpés pour leur implication dans 29 crimes répartis en 21 meurtres et 8 agressions où les victimes ont survécu. Supriniuk a été inculpé de 21 chefs de meurtre avec préméditation, 8 chefs de vol à main armée et un chef de cruauté envers les animaux, tandis que Sayenko a été inculpé de 18 meurtres, 5 vols et un chef de cruauté envers les animaux. Comme Hansa n'était pas considéré comme directement impliqué dans les meurtres, il n'a été inculpé que de 2 chefs de vol à main armée en référence aux 2 vols auxquels il a participé avec des amis avant que les meurtres ne commencent en juin 2007. Les 3 hommes ont rapidement avoué,
mais Supriniuk est ensuite revenu sur ses aveux. Son avocat a tenté de plaider non coupable pour cause de folie, mais cela a été rejeté. Le père de Sianko ne croyait pas que son fils était responsable et affirmait que le duo avait été piégé pour couvrir les crimes de quelqu'un ayant beaucoup plus d'argent et de pouvoir. Il affirmait que les proches de certaines personnes fortunées avaient initialement fait l'objet d'une enquête dans le cadre de l'affaire, dont l'un était le neveu d'un haut fonctionnaire, tandis que l'autre était le fils de l'adjoint du chef de la police de la région. Cependant, malgré ces affirmations, aucune preuve n'a été trouvée pour les étayer. En fait, la grande majorité des preuves indiquaient donc que Supriniuk et Sianko étaient responsables. Les preuves incluaient des vêtements ensanglantés, des téléphones portables et des objets volés retrouvés dans les conduites de l'immeuble. Le fait que les deux hommes aient été pris en flagrant délit avec le téléphone de la victime, le témoignage de Daniel Kozlov ainsi que les vidéos et les photographies récupérées sur leurs appareils. L'accusation a requis la réclusion à perpétuité pour Supriniuk et Sianko et 15 ans de travaux forcés pour Hansa. L'une des preuves les plus cruciales était une vidéo qui a fuité sur Internet, intitulée « 3 gars, un marteau ». Elle montre le meurtre de Sergei Yatsenko, âgé de 48 ans que l'on voit allongé sur le dos pendant qu'il est fait frapper à plusieurs reprises avec un marteau enveloppé dans un sac en plastique. Il est transpercé à l'œil et à l'abdomen avec un tournevis, puis frappé à nouveau avec le marteau. Le meurtre de 6 minutes se termine avec l'un des adolescents souriant à la caméra avant qu'ils ne retournent à leur voiture et discutent de ce qu'ils viennent de faire, semblant à peine réaliser qu'ils ont ôté une vie humaine sans la moindre hésitation. Ils rondent certains détails grotesques du meurtre avant de se nettoyer les mains et le marteau. On dit que Supriniuk est principalement celui qui apparaît à l'écran, tandis que Sienko est celui qui filme. D'autres photos extraites de leurs appareils les montraient non faisant des doigts d'honneur au cercueil et tombes de leurs victimes, ainsi que commettant des actes de cruauté sur des animaux, dont des images de cadavres mutilés. Plus de 300 images et 2 vidéos ont été soumises au tribunal. Quand Supriniuk et Sianko ont été interrogés sur l'identité des personnes sur leurs photos, ils ont répondu non, ce à quoi le juge aurait répliqué « Vous n'êtes pas aveugle ». Un expert en modification de vidéos et d'images a témoigné que le matériel original n'avait pas été falsifié. La défense a affirmé que les deux adolescents avaient été piégés dans une dissimulation. Cela était en partie dû au fait que la défense de Sienko était assurée par son père, avocat, que Sienko avait demandé après avoir découvert que son avocat commis d'office venait tout juste d'obtenir son diplôme de droit 2 mois auparavant. Igor Sienko a avancé diverses allégations pour défendre son fils, évoquant des dossiers mal tenus, des problèmes lors des interrogatoires des deux adolescents par la police et des perquisitions illégales à leur domicile. Il a aussi affirmé qu'une vidéo de leur appartement montrait les preuves après leur découverte, mais pas le moment de leur découverte, suggérant qu'elles avaient été placées intentionnellement. Igor a également affirmé que les deux hommes et la femme avaient été surpris par la police en train de commettre l'un des meurtres, mais qu'ils avaient été faussement enregistrés sous les noms de Sienko et Supriniuk et ne ressemblaient pas aux deux adolescents présents au tribunal. L'équipe de défense de Sienko a également soutenu qu'il avait une dépendance psychologique envers Supriniuk, qu'ils ont qualifié de meneur de toute l'opération. Ils ont affirmé que Supriniuk menaçait constamment Sienko pour qu'il suive ses plans et n'aille pas voir la police, ajoutant qu'à cause de cela, Sienko craignait pour sa vie. Sienko lui-même a témoigné devant le tribunal qu'il vivait dans la peur de ses amis depuis l'âge de 16 ans. Le 11 février 2009, les deux adolescents ont été reconnus coupables de meurtre avec préméditation et condamnés à la prison à vie. Supriniuk a été reconnu coupable de 21 chefs d'accusation, tandis que Sienko a été reconnu coupable de 18 chefs d'accusation. 15 ans ont été ajoutés à leur peine, après qu'ils aient également été reconnus coupables de vol et de cruauté envers les animaux. Ils ont ensuite tenté de faire appel de leur peine, mais cette demande a été rejetée par la Cour suprême d'Ukraine. Hansa a été condamné à 9 ans de prison. Il a déclaré « Si j'avais su quelles atrocités ils pouvaient en commettre, je ne me serais jamais approché d'eux, même sous la menace d'une arme. » Les parents de Sienko et Supriniuk ont continué d'affirmer que leurs fils avaient été piégés. Ils ont également soutenu que la peine infligée à Hansa était beaucoup trop clémente. Ils ne sont pas les seuls à penser cela, puisque 48,6% des Ukrainiens interrogés estimaient qu'il aurait dû recevoir une peine plus sévère.
La décision de ne pas engager de poursuite contre Hansa concernant les crimes de son ami a été globalement controversée, étant donné qu'il était en possession des téléphones portables et des objets volés et semblait savoir que quelque chose se passait. La famille de Hansa a soutenu qu'il n'avait rien fait de mal en dehors des 2 vols pour lesquels il a été inculpé. Son frère a ensuite déclaré aux médias que Hansa avait été battu en attendant son procès. Il avait vu les ecchymoses de ses propres yeux. À propos des meurtres, il a ajouté « Je ne pense pas que mon frère aurait pu faire une chose pareille ». Hansa a été libéré en 2019 après avoir purgé 9 ans de prison. Il est actuellement marié et père de 2 enfants. En avril 2011, 2 adolescents ont été arrêtés en lien avec une série de meurtres commis dans la ville d'Irkoutsk, en Russie. Atiu Manoufriev, âgé de 19 ans, et Nikita Litkin, âgé de 18 ans, ont froidement affirmé qu'ils avaient été inspirés par les actions de Suprinyuk et Sienko, dont ils avaient lu l'affaire sur Internet. Comme eux, les 2 jeunes hommes ont choisi des personnes vulnérables, qu'ils pensaient pouvoir maîtriser facilement. Les médias les ont surnommés les maniaques de l'académie ou les hommes au marteau d'Irkoutsk, et ils ont blessé 9 personnes en plus de leurs 6 meurtres. Anoufriev a été condamné à la prison à vie, tandis que Litkin a écopé de 20 ans de réclusion. Un mobile pour les actes des maniaques de Dnipropetrovsk n'a jamais été établi. Sienko a affirmé qu'ils avaient commis les meurtres afin de voler les victimes et de gagner de l'argent, mais l'accusation a soutenu qu'ils avaient laissé des objets de valeur sur place, ce qui n'avait donc aucun sens. Des camarades de classe affirmaient aussi que les 2 adolescents avaient eu affaire à un homme leur demandant des vidéos snuff contre de l'argent. Cela expliquerait pourquoi ils filment et photographient la plupart de leurs crimes. Cependant, cette idée a été rejetée par le tribunal, qui a constaté qu'il n'y avait aucune preuve pour soutenir l'idée qu'ils réalisaient des films snuff à des fins lucratives. Le juge déclarera plus tard qu'il croyait que leurs crimes avaient été motivés par un désir de morbide auto-affirmation. Le vice-ministre de l'Intérieur, Nikolai Kopiansky, a pour sa part déclaré « Pour ces jeunes hommes, le meurtre était comme un divertissement ou une partie de chasse ». Il pense que les 2 jeunes hommes ont tué simplement pour le frisson que cela leur procurait.